Alors, on est reparti pour finir de répondre aux dernières questions qui ont été posées. Alors, on va reprendre là à peu près pour, on va dire une vingtaine de minutes, parce que malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester très très longtemps. De quoi je parlais déjà avant que ça coupe? Est-ce que quelqu'un arrivera à me rappeler la dernière question qui a été posée? J'ai zappé. Alors attendez. Et je me replace, si ça veut bien. Hop, je suis là. Ouais. Oui, comme tu dis, pour une petite vingtaine de minutes, comme ça permet de terminer les questions et Ouais. l'histoire de ta thèse. Alors, il y avait la question sur les financements, ça avait été globalement répondu. Et Euh, où est-ce qu'on trouve toutes ces informations sur les financements de thèse? Est-ce que tu as des sites à nous conseiller ou des personnes alors, ressources? généralement, enfin pour là-bas en tout cas, il y a d'une part l'université qui transmet ces possibilités-là. En début de première année, il y a des conférences, il y a des réunions avec les étudiants, avec les gestionnaires des universités, des séances d'information à propos des différentes bourses possibles. Tout n'est Hmm. pas abordé parce qu'il y en a vraiment beaucoup quand même. Les directeurs peuvent transmettre ce genre d'informations-là quand ils sont au courant. Et sinon, quelque chose qui est vachement bien, c'est que sur le site de l'université, enfin pour l'université de Montréal en tout cas, il y a un annuaire des bourses qui répertorie toutes les bourses existantes pour les étudiants. Et D'accord. Ouais. on peut trier les bourses par niveau, donc les bourses pour maîtrise, les bourses pour doctorat, les bourses de voyage, les bourses de mérite, les bourses d'excellence, les bourses pour étudiants internationaux, les bourses pour étudiants natifs, euh, les Et bourses ça de se trouve recherche. au sein de l'université, des universités en général ou de l'université de Montréal? Non, ça c'est l'Université de Montréal qui fait ça. Ah, Euh, c'est bien fait. c'est bien fait, effectivement. Hmm. Après, dans ces bourses-là, il y a un certain nombre de bourses qui sont provinciales, par exemple. Donc, ça veut dire que tout étudiant du Québec va pouvoir candidater à la bourse, si tant est qu'il soit au moins en maîtrise ou en doctorat. Après, il y a les bourses gouvernementales, où là, c'est tous les étudiants du pays qui vont pouvoir candidater. Ok, Voilà. Après, d'accord. je n'ai absolument pas connaissance d'un tel répertoire de bourses en France, hein, parce que les bourses en France sont assez limitées, hein. On n'a pas grand-chose en termes de possibilités ici, Hmm, malheureusement. d'accord. Hmm. Je vois Caroline qui vient d'arriver. Bonjour à toi. Du coup, on était, ah oui, sur la question donc de l'Erasmus en L3. En fait, les filles, par rapport à vos deux questions de tout à l'heure, enfin, je vais dire en tout cas ce que moi j'en pense. En fait, vous avez le droit de faire un Erasmus quand vous voulez. En L1, ça se fait pas parce qu'en général, on débute en fait. C'est pas que c'est interdit, mais on débute. Du coup, c'est très compliqué de monter un dossier aussi vite. Et un dossier, ça se monte ouais sur 4-5 mois quoi, minimum, hein. C'est pour ça aussi qu'il y a des départs tous les 6 mois. En tout cas pour Erasmus. Maintenant, pour les programmes à l'international, comme le Canada, les États-Unis, c'est en général un an à l'avance minimum. Donc ça, c'est ouais, c'est important de se renseigner auprès des services de relations internationales. Certainement que c'est beaucoup plus long, effectivement. Ouais. Surtout en master, enfin, comment dire, autant les licences, si on suit les cours d'une autre université, c'est pas tant gênant. Par contre, dans les masters, il y a certaines universités qui demandent à ce que l'université d'accueil propose des cours équivalents Et à ouais. l'université d'origine. Ça, je Mm. me souviens, j'y avais songé à faire un échange quand j'étais à Lille. J'en avais parlé avec un des profs de là-bas, un des profs de neuropsycho, et il m'avait dit c'est possible, mais il faut que là où vous allez, il y ait des cours équivalents à ce que nous on propose. Parce que si vous voulez valider notre master, il faut que vous validiez nos cours. Donc si vous les faites pas ici, il faut que ce soit des choses similaires ailleurs. C'est ça. Et c'est vrai que le moment de l'équivalence des cours, c'est un casse-tête pas possible. Après, ça se fait, hein. Mais c'est vrai que parfois, il y a certains échanges qui peuvent être refusés parce que les profs de notre université d'origine
pense qu'effectivement, il n'y a pas d'équivalence possible. Donc, moi, franchement, le conseil que je donnerais, c'est faites-le en licence tranquillement, parce que ça donne un plus, mais en master, si c'est vraiment le master que vous voulez faire et que vous obtenez, non, essayez de rester au maximum en France. Après, vous pouvez aussi tout à fait faire, bah, comme fait Lucas, en fait, hein, sa thèse, si vous avez envie de faire une thèse ailleurs, et pourquoi pas un double master, parce que ça existe aussi, les doubles masters, donc voilà, ça va dépendre aussi de ce que vous voulez faire. Mais non, pour moi, la L3, il n'y a pas de problème, hein. Enfin, je pense que c'est une question aussi d'organisation, parce qu'en L3, bah, en gros, votre premier semestre, vous le passez sur les cours. Et le deuxième, dans lequel vous êtes en train d'arriver, ça va être les candidatures de master, la recherche de stage, arriver à vous projeter sur votre master. Et c'est vrai que si vous êtes à l'étranger au moment de la L3, bah, c'est compliqué de faire tout en même temps. Maintenant, c'est pas interdit. C'est possible. Mais c'est une vraie organisation pour le coup. Tout à fait. Hmm. Après, pour le master, ce qui peut être distingué, c'est si vous souhaitez faire un semestre d'échange, à proprement parler, ou un simple stage à l'étranger, ce qui n'est pas la même chose. Effectivement, si vous avez la chance d'être dans une université où il y a un temps prévu pour les cours, genre 3 mois, et que le reste de l'année c'est prévu pour du stage, Hmm. c'est le cas, c'était le cas avant dans certains Master 2. Effectivement, là, on pourrait imaginer que vous souhaitiez partir à l'étranger juste pour du stage et pas forcément pour les cours. Si jamais les cours de l'université étrangère vous intéressent pas, ce qui est tout à fait possible. Ouais, complètement. En fait, ça dépend, voilà, de la motivation de pourquoi vous voulez partir à l'étranger. Moi, par exemple, à la fin de ma L3, j'étais pas encore acceptée en master, du coup, là où je suis actuellement. Et en fait, j'ai fait un stage complémentaire au Togo, en Afrique. Donc voilà, c'est parce que ça me plaisait. Je comptais pas aller étudier là-bas, mais je me suis dit une expérience enfin de stagiaire psychologue à l'étranger, ça peut être un plus pour mon dossier, mais surtout moi, dans mon projet professionnel. Et c'est assez facile à mettre en place. Pareil, contrairement à ce que peuvent dire certaines universités, ça se met en place du moment que c'est un stage complémentaire. Ça va être très compliqué à mettre en place en stage principal, mais en complémentaire, en soi, vous pouvez y mettre un petit peu ce que vous voulez du moment qu'il y a un psychologue dans la structure quand même et que c'est safe. L'air de rien. En effet. Une chose qui peut être anticipée aussi quand vous voulez partir quelque part, contactez aussi là où vous voulez aller. S'il y a un prof avec qui vous voulez travailler, faire un stage ou enfin, voilà, que sais-je, ben, commencez par voilà, récupérer les coordonnées du prof qui vous intéresse et puis laisser un mail en disant voilà, je suis en telle année, je suis intéressé par un prof, enfin, je serais intéressé pour faire un programme d'échange ou je suis à la recherche d'un stage sur telle thématique de recherche. Voilà, est-ce que vous acceptez des étudiants dans ce genre de programme? Est-ce que ce serait possible d'avoir des infos, etc. Enfin, voilà, faut demander. Ouais, en fait, faut oser. Souvent, on n'ose pas trop en tant qu'étudiant. On se dit, ah, mais tout le monde le fait, ou je vais déranger. Mais en fait, en soi, vous savez, un mail, si on n'a pas envie de le lire, on l'ouvre pas, hein. Ça va pas être plus embêtant que ça. C'est Et à ça. l'inverse, enfin, justement, moi, j'ai des retours d'étudiants qui me disent, j'ai osé envoyer un mail à quelqu'un d'ultra reconnu, et la personne m'a répondu. Et m'a répondu positivement. Donc voilà, faut tenter. Et puis bon, bah, vous savez, ça flatte aussi l'ego, hein, que d'avoir un étudiant qui dit, ah, moi j'adore votre travail, j'ai envie de travailler avec vous. C'est motivant aussi pour le professionnel en face de se dire, ah bah cette personne-là, elle est motivée, moi j'ai bien envie de la former. Donc c'est chouette, faut tenter, faut y aller. Après, je comprends qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui n'osent pas parce qu'en France, on est très probablement conditionné à ce que le monde fonctionne comme ça. Ouais, Quand on voit que dans nos propres universités, nos propres profs mettent des semaines à nous répondre ou ne nous ouais. répondent pas, tout simplement, on s'attend pas à ce que un prof reconnu des États-Unis, d'Angleterre, etc., nous réponde. Enfin, si nos propres profs qui nous forment directement ne nous répondent pas, pourquoi le reste du monde nous répondrait? Sauf que le reste du monde ne fonctionne pas comme ça.
Ouais. D'ailleurs, l'entièreté de nos profs ne fonctionne pas comme ça non plus, mais il y en a un certain nombre quand même, malheureusement. Euh, mais oui, effectivement, il faut oser, hein, et enfin, je peux vous garantir que dans un bon nombre de cas, moi, j'ai déjà écrit à des profs allemands, j'ai déjà écrit en Angleterre, aux États-Unis. Une fois, j'avais osé quand j'étais en master 1, j'avais écrit à un professeur d'Harvard. D'accord. Et Mm. j'avais eu une réponse. J'avais une réponse. D'ailleurs, il y en avait d'autres aux États-Unis à qui j'avais écrit et de qui j'avais une réponse. Alors qu'en soi, mon anglais était pourri, hein, mais ils ont quand même été sympas, ils m'ont répondu. Mm. Montréal, c'est pareil, on obtient des réponses assez facilement. Voilà, donc Mm. On peut faut être assez oser. inaccessible en France et j'ai envie de dire, et encore, hein. Enfin, là, dans la structure où je suis, bon, il y a des chercheurs assez reconnus et en fait, bah, ici, ils sont assez accessibles, hein. Donc, ça dépend aussi du professionnel. Comment est-ce qu'il voit son métier et est-ce qu'il est dans la transmission aussi de ce qu'il fait ou pas. Quand on est dans la transmission, on a beaucoup plus envie d'en discuter, d'en parler, ben, comme on fait là tous les deux, hein. Enfin, je veux dire, là, on prend aussi du temps sur notre temps perso pour parler de tout ça avec les futurs étudiants. C'est une démarche aussi assez personnelle. Alors, Clara demande, la qualité des études de psycho à Montréal, ça doit vraiment être incroyable comparé à la France, non? Alors, En toute inc- objectivité. en fait, incroyable, c'est pas forcément le mot que j'utiliserais parce que en soi, j'ai eu de bons intervenants à Montréal. J'en ai eu des chiants aussi, très clairement. Ça arrive. Il y a des gens qui sont très bons en recherche, mais qui sont pas très bons orateurs. En France, c'était pareil. J'ai eu de très bons profs, surtout à Dijon. Enfin, les meilleurs profs que j'ai eus, c'était à Dijon, hein. Pourtant, j'ai fait 4 facs différentes. Oui. Euh, voilà, les meilleurs que j'ai eus, ça reste à Dijon. Les pires aussi, ça reste aussi à Dijon, probablement, éventuellement. Mais enfin, c'est pas pareil. En fait, là, autant en France, on nous impose relativement, on nous impose en fait pas mal de choses. Il y a du tronc commun à côté duquel on ne passe pas. Par exemple, assez rares sont les universités en France où on aborde pas ou peu la psychanalyse. Il y a quelques universités qui l'évoquent à titre historique et qui passent outre après. Ces Mm. facs-là sont rares. Voilà, il y a toujours des choses qui reviennent systématiquement, alors qu'en soi, c'est bien pour la culture scientifique, mais au-delà de ça, non. Quelque chose qu'on un exemple tout con, quand j'étais en master 1 dans mon UE de psychopatho adulte, avec une prof, on a retracé toute l'histoire de l'hystérie, de ce qu'on appelait l'hystérie. Euh, Faire de l'histoire de la psychanalyse en master 1, éventuellement Ouais. là-bas, ça sera fait dans une moindre mesure en L1 et encore. Et voilà, mais quand j'en ai parlé à des étudiants de là-bas, ils ne me croyaient pas en fait. Ils me disaient, mais c'est pas vrai, vous faites ça en quatrième année. Enfin, Mais oui, enfin, je suis vous n'avez pas d'accord avec quelque chose à toi. apprendre. Moi, ça, c'est en licence. C'est pour arriver à comprendre comment on en est arrivé là. C'est ça. C'est clair. Après, Mm. quelque chose qui est bien là-bas, c'est qu'il y a un large choix dans les cours que l'on suit. Là-bas, deux étudiants de licence d'une même université n'auront pas le même parcours parce que les cours à option sont beaucoup plus nombreux et il y a aussi la possibilité, enfin, déjà, leur emploi du temps est beaucoup moins blindé que le nôtre, hein. Ça, c'est Ça, clair et c'est. net. Là, tu parles de Montréal, hein. Là, t'es revenu sur Montréal. Ouais. Ouais, ouais. Et il y a la possibilité de suivre des cours en surplus qui appartiennent pas forcément à notre programme. Après, oui, voilà, comme je dis, il y a une variabilité d'options qui est assez élevée. Et même s'il y a un petit tronc commun, la plupart des cours, c'est du choix. Donc en fait, il y a des multiples parcours possibles. Et ce qui fait du bien là-bas, en vrai, c'est la façon dont les informations sont transmises et le système de notation. Mm. Dans le sens où là-bas, enfin, quand je suis arrivé là-bas, j'en avais parlé ça des notes parce que dans le cadre des demandes de financement, il est parfois demandé les relevés de notes issus dans les universités québécoises, canadiennes, et il est impératif d'avoir des notes très élevées pour les demandes de financement. Donc moi, je m'étais mis un peu la pression en me disant, putain, faut que j'ai. En fait, mon directeur m'avait dit,
pour être compétitif, il faut que tu aies au moins 80 sur 100 partout. D'accord. Euh, voilà. Il me disait, c'est le strict minimum. Donc, je me suis dit, 80 sur 100, ça fait 16 sur 20. Ouais. Suivre des cours de doctorat et de master, tu fais ça en France, au moins 16 sur 20 partout, c'est presque impossible. Hmm. C'est extrêmement compliqué. Donc voilà, donc j'ai commencé à flipper un petit peu, puis j'en ai parlé à d'autres étudiants de psycho notamment, et ils me disaient que c'était des notes assez fréquentes finalement. Là-bas, les étudiants, ça arrive qu'il y ait des étudiants qui aient en dessous de 14 ou 13 sur 20, si je convertis la note, mais la plupart des étudiants ont des notes très élevées, mais vraiment très élevées. D'accord. Et C'est pas le même rapport avec les notes. Hmm. non. Non, Ouais. non. Et les profs sont beaucoup moins, ils tailladent beaucoup moins. Euh, j'ai déjà vu des chargés de TD, des chargés de TD en France. Il y avait 80 étudiants qui passaient un examen. Il y en avait 5 qui avaient la moyenne, dont un qui avait 13. C'était Ouais. le premier des deux groupes. Ça n'a pas de sens de noter comme ça. Hmm. Ça n'a vraiment aucun sens. Ça, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas là-bas. Au contraire, si tu as compris l'idée générale du cours, voilà, si tu as compris les grandes idées, si tu es cohérent dans ton écriture, enfin, si tu montres que tu as compris, tu as déjà moyen d'avoir une bonne note. Et si Ouais, tu c'est montres que ça. tu as très bien compris, là, c'est bon, Hmm. c'est finalement, entre guillemets, facile d'avoir de très bonnes notes parce que, effectivement, le rapport aux notes n'est pas du tout Ouais, le c'est même. ça. On est plus sur des notes effectivement qui, comment dire, ça va pas sanctionner en fait, mais ça va au contraire favoriser la continuité et dire OK, c'est bon, t'as le niveau qu'il faut, continue tranquillement quoi. Colline dit c'est fou ce que tu es en train de raconter, c'est vrai que c'est un rapport aux notes qui est très très différent. Elle rajoute c'est ils sont beaucoup différent plus dans entre la l'encouragement. France et la Belgique, mais que pour les mémoires qui sont mieux notées en Belgique. C'est déjà pas mal. C'est un Ouais. début. Ouais, parce que c'est vrai que les mémoires, ouais, ça peut être compliqué aussi en France. Ouais, ouais, c'est ça. Hmm. Ça me fait penser à mon examen de neuropsycho du vieillissement que j'ai passé en décembre 2019. Donc ton La prof, M2, c'était où ça? C'était ton M2 non, recherche? c'était à Montréal. C'était à Montréal. Montréal. Ok. Ah oui, ben, un truc que j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. En doctorat à Montréal, on a des cours à suivre et des examens à passer. Hmm. D'accord. Euh, Là, en l'occurrence, bon, bah enfin, j'ai eu deux examens de neuropsycho du vieillissement et la prof, elle a grandement insisté sur le déroulement de l'examen où elle disait s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, que vous ne comprenez pas, vous demandez, vous restez pas bloqué sur un truc que vous comprenez pas. Le but, Ah c'est ouais. pas, le but, c'est pas de vous noter sur sur votre compréhension des questions, c'est censé être clair. Si ça l'est, nous, on vous interroge sur ce que vous avez compris du cours. Hmm. Si vous ne comprenez pas une question, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas compris le cours. Donc, vous demandez, on vous explique, et comme ça, on vous note vraiment sur vos connaissances. Waouh, c'est quand même sacrément différent. Alors, Colline rajoute, et le master de neurosciences aussi, où les notes en Belgique sont plus faciles à avoir. Ouais. Ouais, après les masters de neurosciences, globalement, j'ai toujours eu l'impression qu'en psycho, l'obtention d'une bonne note était quand même plus facile que dans d'autres UFR ou d'autres départements. Hmm. Quand je vois la quantité de travail qu'il y a dans une licence de biologie, en physique-chimie, des choses comme ça, euh, j'ai eu quelques camarades qui étaient de très bons étudiants, travailleurs et tout team, et qui étaient hyper contents d'avoir un 12, un 13, Ouais. éventuellement un 14, alors que nous, en psycho, c'est limite le strict minimum qu'on nous demande. Hmm. Euh, Enfin, tout dépend des facs et des disciplines, bien sûr, mais en psycho, je trouve quand même qu'on a un accès à la bonne note plus facile. Ouais. Après, il y a aussi quelque chose en psycho qui est compliqué à comprendre hein, quand on passe du lycée à l'université en psychologie, mais en gros, ça va être vraiment de faire comprendre aux profs qu'on a compris le cours. Et c'est vrai qu'on est beaucoup là-dessus aussi en psycho.
et d'arriver à se réapproprier le cours un petit peu aussi. Parce que recracher complètement le cours, en tout cas en psychanalyse, hein, la fac où je suis, c'est pas ce qui est demandé. Mais par contre, de placer les concepts, de placer les auteurs en rajoutant, bah, ça me fait penser à ça que j'ai pu voir en stage ou dans la vie de tous les jours. Et là, ça montre une vraie compréhension. Et c'est un peu ce va-et-vient entre clinique et théorie qui est attendu, par exemple, dans la fac où je suis, à Paris 13. Ça, c'est pareil. Enfin, chez nous, malheureusement, c'est quelque chose qui est très université dépendant. Mm. Moi, tous les examens de psychanalyse que j'ai passés, euh, sans déconner, enfin, bon, moi, je suis pas fan de ces approches-là. Donc, je me suis jamais emmerdé entre guillemets à apprendre un cours tel que je le faisais avec d'autres matières. Mais Ouais. j'arrivais devant un examen, devant une question de psychanalyse, sans déconner, la quasi-totalité du temps, je balançais tout ce que je savais du cours avec sensiblement la même structure que le cours qui nous avait été donné. Donc en soi, je j'inventais Mm. rien, j'apportais pas spécialement de réflexion, je recrachais juste ce qu'on m'avait donné. Et que ce soit en licence ou en master 1, ça a toujours suffi pour avoir 14, 15, voire 16. Et Mm. ça suffisait. Puis je me suis dit, c'est doublement débile. Ouais. Ah ouais, c'est dommage. Mm. Enfin bon. C'est Bon, ça. moi, ça m'arrangeait personnellement, mais Colline rigole. j'avais d'autres camarades qui aimaient la psychanalyse et qui apprenaient vraiment, qui lisaient de la psychanalyse, qui avaient pas des notes aussi élevées, et puis ça les dégoûtait, en fait. Ouais. Ça les Ouais. dégoûtait que, en fait, j'ai toujours eu un peu le même fonctionnement en psychanalyse qu'en philo au lycée. Mm. En philo au lycée, j'apprenais jamais mon cours, je balançais ce que je savais et puis ce qui venait de ma propre tête. Et je blablatais suffisamment longtemps pour avoir une note Mm. correcte, jamais géniale, mais suffisante pour avoir la moyenne. Et puis, bah, je me suis dit, s'il y a moyen d'avoir la moyenne sans apprendre son cours, bah, on continue comme ça. Et Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est ce qui est voilà. intéressant, tu vois, dans notre live aussi, c'est que voilà, moi je suis très dans tout ce qui est psychanalytique et toi, tu es dans tout ce qui est neurosciences. Et comme quoi, on peut aussi dialoguer ensemble, en fait. Parce qu'il y a quand même un truc au niveau des universités, des spécialités qui est embêtant, c'est qu'on nous crée des scissions. On est quand même dans un truc de scission d'univers et de théorie, alors que, enfin, nos générations à nous, maintenant, tentent d'essayer de créer une sorte de, voilà, comment dire, de complémentarité, en fait. D'arriver à dialoguer les uns avec les autres et de comprendre l'intérêt de chaque discipline aussi. Et ça, c'est important d'arriver à recréer ça. Mm. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, c'est très intéressant. Est-ce que tu veux faire un petit mot pour la fin? Un petit truc que tu as envie de dire avant de nous quitter? Alors, bon, déjà, comme tu disais tout à l'heure, par rapport que ce soit les masters, les stages, les échanges internationaux, etc., il faut oser, effectivement. Oui, C'est oui, pas oui. parce que, et j'insiste là-dessus, c'est pas parce que vous êtes d'une part français, c'est pas parce que vous êtes pas à l'aise avec l'anglais, c'est pas parce que vous êtes issu d'une petite université. Je sais de quoi je parle, je viens de Dijon, c'est pas une grosse université. Mm. C'est pas parce qu'on a certaines caractéristiques qu'on ne peut pas. Donc voilà, Complètement. le premier pas, c'est de tenter, et ça marchera pas toujours. Hein, rien qu'à voir le nombre de refus que je me suis ramassé, effectivement, on peut pas toujours. Mais au bout d'un moment, dans la plupart des cas, ça finit par venir. Et comment dire, comme dirait, je vais reprendre une petite tournure qui est beaucoup utilisée en ce moment par les Québécois. Euh, Vous êtes capable, alors Mm. faites. Ouais. Ouais, ouais, complètement. On a une dernière intervention de Clara. Dans Ouais. ma fac, personnellement, mes profs nous poussent plus au burn-out qu'autre chose. Il faut s'accrocher. Ouais. Je serais bien curieuse de savoir dans quelle fac tu es, Clara. Du coup. Mais ouais. En fait, c'est une question Effectivement, il y a des d'équilibre aussi, universités. hein. C'est d'arriver à se dire, OK, d'accord, là, les profs me mettent dans l'urgence sur telle chose, mais est-ce que réellement il y a une urgence, en fait? Donc là, Alicia dit pareil dans ma fac. OK, d'accord. Ça pourrait être bien aussi, ouais, de faire un live là-dessus. Sur un peu comment rééquilibrer son temps et gérer son temps. Hmm.
C'est vrai que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Bah, déjà parce que Fac de par, Bordeaux. ouais, Mm. par essence, on n'a pas tous les mêmes, comment dire, les mêmes tolérances face à la frustration, au stress, à l'anxiété, etc. On n'a pas tous les mêmes capacités d'anticipation et d'organisation. Ouais. On n'a pas tous les mêmes ressources cognitives, etc. Donc la variabilité des étudiants fait que dans un système universitaire, il y en a forcément de toute façon qui vont galérer. La même chose dans ma fac, Paris 8. À Reims, certains profs sont très durs. Ok. On pourrait aussi Ouais, faire un groupe de parole là. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. On fait un groupe Mais, thérapeutique pour mais en les tout cas, étudiants. enfin, là, les filles là qui interviennent, je comprends de quoi vous parlez. Hein. Dans ma fac, c'est pareil. Ça peut être très, très difficile. Mais ça va être, enfin, moi, j'ai vraiment l'expression qui arrive par rapport à tout ce que tu dis, Lucas, du cordonnier est le plus mal chaussé. Hein, on est des futurs psys ou des psychologues en l'occurrence pour toi, et c'est vrai que bah ouais, en fait, nous aussi, on a besoin d'apprendre à gérer ce stress en fait qu'on nous met et à se dire, ok, est-ce que j'ai envie de le porter, est-ce que j'ai pas envie de le porter, et où est-ce que moi, en tant que futur professionnel, je me concentre dans ce qu'on me demande de faire, parce que tout ce qu'on nous demande de faire n'est pas forcément possible. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'organise. Mais on pourrait faire un live là-dessus aussi, hein. Complètement les filles, parce que là, je vous sens en panique. Et j'avais effectivement posé des questions sur comment les futurs étudiants se sentaient. Les futurs étudiants paniquaient beaucoup. Et je comprends ça. J'ai aussi ça en tutorat. Mm. En même temps, on a je dirais le malheur de n'être mis au courant de rien. On Ouais, sait qu'on va avoir une sélection, on sait qu'on va avoir des stages à faire. That's it. Voilà, c'est démerde-toi avec ça. ça. Ouais, Donc d'où le voilà. compte, hein. C'est l'idée, c'est de démystifier tout ça et de pouvoir faire du lien. Colline souhaite un courage à tout le monde. Oui, c'est clair. Ouais, ouais. Mais c'est important et on va continuer avec ce compte, justement, de pouvoir démystifier tout ça et de donner des astuces et voilà, tous ensemble, d'arriver à trouver. Mhm. Mais ça va le faire. La preuve, t'as réussi, toi. Donc ça marche. Ça peut marcher. Je dirais pas ça marche, je dirais ça peut marcher. Avec de la motivation et ouais. Et beaucoup de courage, j'ai envie de dire aussi. Le fait d'oser, comme tu dis, hein. Très important de continuer. Ouais. Et faut pas systématiquement enfin, en fait, faut pas se focaliser sur ce qui, merde, On te voit toujours. ça va. Ah, bah, ça tient même plus du tout. Ah, ça sonne la fin du live alors. Ouais, c'est ça. Hmm. Mais, comment dire? Je sais plus ce que je disais. Oui, faut pas se focaliser, faut pas trop se focaliser sur les échecs et sur ce qui marche pas. Ça, c'est quelque chose qu'on fait assez facilement, que ce soit pendant les demandes de stage ou les candidatures de master. Il y a systématiquement du refus, même dans la recherche du premier travail. Un exemple tout con, pour mon master 1 en 2014, j'ai commencé à chercher mes stages en décembre 2013. D'accord. J'ai trouvé mon stage en juillet, fin juillet 2014, juste avant de commencer mon master. Donc, j'ai essuyé pas mal de refus. Hmm. Pour les recherches de stage en Master 2, ça a été pareil. La recherche de mon premier travail, j'ai dû faire une centaine de candidatures. J'ai eu une vingtaine de réponses, 5 entretiens ou 4. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à mon premier poste. Donc au final, on essuie en moyenne beaucoup plus de refus que d'acceptation ou de retours positifs. Et au bout d'un moment, on en vient, et ça m'est arrivé très fréquemment, de me dire, mais qu'est-ce qui cloche chez Ouais. moi pour que je me fasse refuser comme ça de partout? Voilà, le dossier est pas mauvais, pas extraordinaire, mais pas mauvais quand même. Et voilà, c'est refus sur refus sur refus, et forcément, ça décourage. Il y en a même qui décrochent totalement et qui veulent changer de domaine, parce que se taper 5 ans d'études pour se faire refuser à toutes les portes, forcément, ça donne pas envie. Euh, mais disons que c'est en quelque sorte la réalité du travail, parce Hmm. qu'on est tous les ans, sans exception depuis un certain temps, on est beaucoup plus de nouveaux diplômés que de nouveaux postes qui s'ouvrent.
Et d'année en année, l'écart se creuse entre le nombre de postes et le nombre de nouveaux diplômés. C'est pour ça d'ailleurs aussi que ça foisonne en termes de libéral, parce que ceux qui finissent par ne pas trouver se lancent directement en libéral, ce qui n'est pas forcément une Mm. bonne solution. Mm. Parce qu'à mon sens, sortie de master, on n'est pas prêt. On n'est Mm. clairement pas prêt. Encore un petit poussin. Mm. Ouais, ouais, clairement. Donc se lancer en libéral, même si c'est en libéral à plusieurs, voilà, moi je suis pas totalement pour. Après, bon, les étudiants, enfin les nouveaux diplômés ont le droit, donc ils font parfois. Et après, ça, c'est aussi un vrai problème. C'est qu'en fait, en master, on nous forme pas non plus au libéral. Il y a aussi des Non. choses qui pourraient être intéressantes, par exemple, de choisir en termes d'options et de pouvoir voir un peu, bah voilà, comment on construit aussi son activité en libéral. Et ça, on n'y est pas formé. Il y a Colline qui te dit, oui, bravo Lucas pour ton parcours, tu t'es bien accroché. C'est Hmm. gentil, Colline. Ah, mais c'est vrai, hein, Je- tu sembles très résilient, en fait. C'est vrai, quand on regarde ton parcours, on se dit, waouh, ok, en fait, tu savais ce que tu voulais faire et tu voulais le faire, quoi. T'y es allé. Ouais. Vraiment, le maître mot, là, quand je te vois, c'est la motivation, hein. C'est le fait d'oser et d'y aller, quoi. Après, Hmm. il y a enfin, pour ma part, et ça c'est quelque chose, c'est une estimation personnelle. Bon, j'ai toujours su ce que je voulais, à peu de choses près. J'ai toujours été borné aussi. C'est important Ça dans peut ces aider dans moments-là. certains cas. Mais Ouais. quelque chose qui est très important, qui est vraiment très important, c'est que je me suis beaucoup focus sur des personnes qui m'inspiraient, des Hmm. personnes où, enfin, c'était essentiellement des profs de licence où je me suis dit, ouais, ils ont des connaissances comme ça, enfin, ils ont des connaissances de la psychologie, ils ont des compétences cliniques vraiment géniales, ils transmettent leurs cours de façon vraiment passionnante, ils sont vraiment au taquet. Hmm. Et je me suis toujours dit, voilà, plus tard, je voudrais tendre vers ça. Et du coup, forcément, j'en viens à regarder les CV de ces quelques profs qui m'ont inspiré. Je suis allé les questionner, savoir par quoi ils sont passés. Euh, et là, on apprend que il y a des profs qui ont foiré des trucs aussi, hein. Il y a des profs qui ont redoublé leur master 1, il y a des profs qui ont foiré leur bac, etc., etc. Euh, et puis voilà, on se renseigne, on écrit dans les universités dans lesquelles on voudrait aller, on prend des contacts. Et plus les années passent, on arrive en master, on commence à participer à des congrès, à des séminaires, des conférences. On parle avec les autres étudiants, on parle avec des chercheurs, et on prend l'ambiance de tout ça. Et plus on ose, plus on ose. Et après, c'est vers nous qu'on vient, parfois. C'est ça. Et ça a quelque chose de très encourageant de voir qu'on s'adresse aux autres et qu'on nous réponde. Et au bout d'un moment, on se détache de cette condition d'étudiant versus chercheur, d'étudiant versus Ouais. prof. Hmm. Au bout d'un moment, on prend une place de collègue à distance ou une Hmm. place de potentiel collaborateur. Et c'est comme ça que ça se fait. Et au fur et à mesure, même dans mon master en neurosciences, et du fait d'avoir travaillé à l'hôpital, ça élargit le réseau et Hmm. il y a une confiance qui s'installe et au bout d'un moment, on prend plus les refus pour soi. Voilà, c'est forcément, il y a beaucoup de demandes. Il y en a qui savent écrire les lettres de motivation mieux que d'autres. Moi, je sais que j'ai jamais été très doué pour ça. De toute façon, tout ce qui est rédaction, ça a jamais trop été mon dada. Donc voilà, ça, je Ouais. le sais et j'ai bien conscience que ça peut jouer contre moi. Euh, voilà, après, il y a des moments où ça va coller, faut Hmm. Puis s'accrocher tant après que. aussi, c'est de reconnaître bah, justement ses vulnérabilités et ses forces, en fait, et te dire, bah voilà, là, je vais essayer d'appuyer à fond sur mes forces. Et si je peux corriger certaines vulnérabilités, bah, essayer de le faire tranquillement. Mais voilà. Mais c'est sûr que de toute façon, c'est comme quand on conduit, hein. Si on fait que de se dire, faut pas que je me plante, faut pas que je me plante, il y a un moment donné, on va se planter, hein. Donc c'est aussi ça, en fait, c'est d'inverser un peu cette manière-là de voir les choses et de pas se dire, mon Dieu, la sélection, c'est l'horreur, ça va être horrible, je vais pas y arriver. Forcément, si on se dit ça, oui, ça va faire ça. Donc maintenant, c'est d'arriver à prendre toutes les cartes en main et c'est aussi le but de ces lives, hein. Sur Pitchmaster Psycho, c'est de prendre en fait les astuces qu'on peut se dire ici et de les appliquer Mhm, à soi. On, ça se retravaille, mais prenez tout ce qu'on vous donne, quoi. tout à fait. Ouais. Ça,
ces situations-là, comme tu le disais par rapport à la conduite automobile, c'est quelque chose qu'on peut facilement retrouver dans une vie de tous les jours. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certains d'entre vous, ou je sais pas moi, vous marchez dans la rue, vous prenez des escaliers, quelque chose comme ça, vous avez des vêtements neufs, ou vous êtes mis sur votre 31, vous avez un rendez-vous, et vous vous dites le sol est sale, faut absolument pas que je tombe, sinon bah c'est foutu quoi. Et Mm. là vous tombez peu de temps après, il va avoir imaginé ça. Moi personnellement, je suis, c'est probablement, c'est peut-être vrai, mais je suis persuadé que quand on imagine quelque chose, vous imaginez un échec au niveau de la motricité, vous pensez à un mauvais mouvement que vous allez faire, trébucher, laisser échapper un objet, bousculer, enfin taper dans un meuble, etc. Le fait d'imaginer le mouvement, le schéma moteur s'imprime, se constitue dans votre cerveau, la conception du geste s'active dans votre cerveau. Et même si vous avez des réseaux inhibiteurs qui vont bloquer la réalisation du mouvement que vous imaginez, la probabilité qu'il survienne, qu'il se laisse échapper est plus grande. Et d'ailleurs, maintenant, dans la mesure du possible, quand je prends des escaliers, j'évite de penser à il faut pas que je me vautre parce que ça m'est déjà arrivé de me vautrer après avoir pensé ça. Ouais, ouais, Donc, c'est ça. Donc c'est vraiment d'arriver un peu, ouais, à refaire un peu son mindset et de se dire non, mais je veux dire, il y a des gens qui y arrivent. Pourquoi j'y arriverai pas? Je vais y arriver. Bon sang de bonsoir. Et de mettre toutes les chances de son côté. Hein. C'est pas juste de faire des prières tous les soirs, bien entendu. C'est aussi d'être dans l'action, de se c'est ça. constituer son réseau dès maintenant, d'aller voir des étudiants qui sont dans les masters qui nous intéressent. Enfin, je veux dire, on a Internet maintenant. On peut tout à fait se renseigner. Et il faut aller frapper à plusieurs portes en même temps. C'est aussi ça. Dans la mesure du possible, il faut assister à des conférences, des congrès en ligne. Bah voilà, maintenant que tout est en ligne, eh ben, on n'a plus à se déplacer à 600 km pour assister à un congrès. Donc ça, on a cette facilité-là. Mm. N'hésitez pas, voilà, vous assistez à des congrès. Ça, c'est pareil. Il y a le côté, il y a un sentiment d'illégitimité quand on Mm. assiste à un congrès en tant qu'étudiant. On n'ose pas poser de questions parce que on est entouré de chercheurs. On a peur de poser une question bête. Mais en soi, moi personnellement, j'adore quand les étudiants me posent des questions, que ce soit dans une présentation poster ou une communication orale, parce que si un étudiant me pose une question sur quelque chose dont j'ai parlé, ça veut potentiellement dire que je l'ai mal expliqué. Enfin, je l'ai suffisamment mal expliqué pour qu'un Mm. étudiant ne puisse pas le comprendre. Auquel cas, il faut que je me reprenne. Et du coup, ça me fait travailler mon oral, ça me fait travailler mes réflexions. Et bien souvent, les étudiants, voire même les néophytes, vont poser des questions auxquelles, en tant que chercheur, on ne pense plus. Et Oui, oui. ça peut avoir son importance aussi. Ouais. Donc voilà, enfin, c'est quelque chose qui est appréciable. Mm. Mais en tout cas, c'est super. Hein. Enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié de faire ce live avec toi. C'est vraiment chouette et je pense que là, enfin, les étudiants ont beaucoup, beaucoup d'astuces que tu viens de leur donner. Donc, n'hésitez pas, oui, à recontacter Lucas. Hein. Il est disponible sur Facebook, du coup. Donc, Tout à fait, ouais. tout à fait, tout à fait. Mm. Voilà. Bah, Bon, ben écoutez, super. c'était très plaisant. J'ai beaucoup apprécié aussi. Moi, j'adore ces machins-là, de toute façon. Ouais, c'est chouette. Mais comme je te dis, franchement, ouais, si on peut, sur ta thèse, hein, si je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent là-dessus, voilà, n'hésite pas. On pourra refaire un live ensemble sur tout ça. Mm. Très bien. Puis si Ouais. si dans les mois à venir ou au cours de l'année qui vient, il y en a qui viennent sur Montréal ou dans les environs, bah, n'hésitez pas à faire signe. Ouais, complètement. Vous pouvez me redemander à moi et après je vous donne le contact de Lucas aussi si vous le trouvez pas. Mais il est sur LinkedIn, à Lucas Renan. Donc Non, n'hésitez pas. Comment? c'est Rona, Rona. Ah, ben, ok, j'ai pas écrit le bon truc, excuse-moi. c'est pas grave. Ok. Mais oui, Ben tout écoute, à fait. merci à toi. Bon après-midi et puis ben bon retour sur Montréal. Ouais, merci, bon après-midi à toi aussi. Bon week-end à tout le monde. Bon courage pour vos futures candidatures, votre deuxième semestre, qu'importe l'année dans laquelle vous êtes. Et puis voilà. Pensez un truc sur lequel on n'insiste jamais assez. Le travail, c'est bien, les révisions, c'est bien, mais le temps pour soi, c'est tout aussi important, hein, que ce soit le sommeil, la détente, etc. Un exemple con, hein, mais pendant mon master,
Enfin, mon Master 1, surtout, c'est l'année où j'ai commencé à me plonger dans des séries. C'était peut-être pas la bonne année pour s'y mettre, mais pour décrocher et puis se détendre et limiter le stress dû aux examens et aux dossiers, c'était pas mal. Voilà, Ouais. hein, donc faut se ménager sur le plan du stress, hein. Et on se rend pas compte, mais moi, c'est quelque chose que j'applique sur mon M2. Il était temps. Et en fait, je m'octroie une journée par semaine où je ne pense pas psycho, où je ne fais pas psycho, où je vire toute la psycho de ma vie. Et en fait, maintenant, je le vois au niveau cognitif. C'est en fait une journée où tout se remet tout se trie en fait dans ma tête. Et arrivé le lundi, j'ai des nouvelles idées, je me sens calme, je me sens apte en fait à travailler. Et si j'avais pas ces moments-là où je décrochais réellement, je pèterais un câble et j'ai envie de dire comme vous tous. Donc faites-le. Ça fait aussi partie des études que de pouvoir se reposer et l'air de rien de notre future pratique. D'apprendre aussi à avoir ces temps-là d'équilibre de vie. En effet. Hmm. Très bien. Ben, merci beaucoup encore. Bonne journée à toi. Merci à toi. Bonne journée à tout le monde et prenez soin de vous. Au revoir tout le monde. Bye bye.